Bonjour, ici François Allard-Audette, conseiller familial. Et Michel Mardelly, intervenante jeunesse, et vous écoutez Placote à Bagotte. Aujourd'hui, on reçoit Amy Tremblay, travailleuse sociale et coordonnatrice au CRFM. On discute avec elle des différents types de blessures de stress opérationnel, comment les comprendre et les reconnaître. Bonne écoute. Allô Michel! François, bonjour! On se retrouve encore aujourd'hui pour parler d'un sujet qu'on n'a pas encore abordé. Absolument! Et pourtant qui touche beaucoup les membres militaires et leurs familles. Ben oui. Aujourd'hui, on va parler des blessures de stress opérationnel. Oui, et pas avec n'importe qui qu'on parle de ça. Non, faudrait avec pas. notre chère Amy Tremblay. Bonjour Amy! Allô, allô! Travailleuse sociale, coordonnatrice, t'as beaucoup de chapeaux. Il y a beaucoup de chapeaux, en effet, ici au CRFM. C'est quoi ton travail ici au CRFM? Mon travail ici, c'est vraiment avec les familles qui vivent soit des blessures, des maladies ou des deuils. OK. Fait que moi, je travaille vraiment en liaison, là, lorsqu'il y a quelque chose qui arrive aux membres militaires. Mm-hmm. Je vais travailler avec la famille, là, dans le but que ça se passe le mieux possible là, dans la situation. Pour les accompagner, dans le fond. Pour les accompagner là, dans les diverses difficultés qu'ils peuvent vivre selon le type de blessure aussi. OK. Parce que justement, il y a différents types, puis on va pouvoir en parler un peu plus aujourd'hui. Je suis un peu excitée parce que dans le fond, nous, notre but, c'est quand même de rendre ce sujet-là, c'est un sujet assez sérieux, parce qu'on parle souvent de blessures. Je pense que tu vas nous décrire un peu les différents types, mais c'est des blessures qui peuvent aller assez loin, même mentalement, sur une charge émotive, sur une charge physique, même si je me trompe pas. Oui, exactement. Ça peut aller affecter beaucoup de sphères de notre vie, là, autant physique que psychologique. Mm-hmm. OK. Blessure de stress opérationnel. Ça veut dire quoi? Parce que c'est pas un mot qu'on retrouve dans le monde de la vie civile, ce mot-là. On entend plus souvent, par exemple, trouble de stress post-traumatique. PTSD, ouais, c'est ça. ça. On va l'entendre que ce soit quelqu'un qui a vécu un hold-up au dépanneur ou des choses comme ça, mais blessure de stress opérationnel, on l'entend vraiment plus au niveau militaire. Exactement, c'est un terme qui existe seulement dans la communauté militaire, là, qui a été faite pour englober là, plusieurs facteurs, là, comme 4 types de blessures à l'intérieur, dont le fameux PTSD qu'on connaît le plus au niveau civil. Ouais, celui qu'on voit dans les stéréotypes, qu'on voit dans les films, en fait, l'espèce de trauma d'un événement parce qu'il y a une bombe qui a explosé, puis là, on revit la bombe, mettons. Là. Exactement. Okay. C'est le plus classique qu'on connaît, mais au niveau militaire, tu sais, j'imagine qu'à quelque part, ils se sont rendus compte que c'était plus large que ça, qui peut avoir des impacts, fait qu'ils ont... il y a maintenant le terme blessure de stress opérationnel là, qui existe. Mais qui existerait pas si t'allais voir un médecin au civil, dans le fond. Non, au civil, c'est pas dans le DSM-5. Fait que tu retrouveras pas là un médecin au civil qui va dire tu as une blessure de stress opérationnel. OK. C'est réservé au monde militaire. Puis je sais qu'on va le décortiquer. Pour le décortiquer, on peut déjà commencer avec le titre. Ça dit quand même ce que c'est en fait là, tu sais, une BSO, une blessure de stress opérationnel. Je comprends que c'est une blessure qui a eu lieu durant les opérations. Durant des opérations, dans le fond. Exactement. C'est toute difficulté psychologique ou biologique qui persiste, qui a eu lieu pendant un exercice ou pendant que le membre était en fonction au sein des forces. Puis, je pense que dans les forces, t'es en fonction, théoriquement, 100% du temps. Tout le temps. T'es considéré comme étant en fonction à temps plein. Oui, dès que tu travailles, t'es considéré comme étant en fonction. Fait que t'es pas obligé d'être outre-mer en mission. Ouais, ok, c'est ça. Pour avoir une BSO. Ok, c'est intéressant. Tu vois, je pense que ça décroche du stéréotype, encore une fois, que faut... Les explosions, les décès, etc., on n'est pas là-dedans. Ça peut être... tu peux être commis d'entrepôt puis avoir une BSO quand même, là. À 100%. Fait que tu disais qu'il y en avait 4 types. Oui, il y a 4 types. Dans le fond, la BSO, on la divise en 4 volets. Le volet deuil. On pourra les développer un petit peu plus après, là. Le volet deuil, le volet fatigue, la blessure morale et le traumatisme. OK. Qu'on connaît. Traumatisme, c'est celui qu'on parlait un peu plus, là. C'est celui qu'on parlait un peu plus, il y a une bombe qui a explosé. OK, d'accord. Fait qu'il y a vraiment... Ça prend un événement traumatique qui va avoir créé un trauma, en fait. Exactement. Ça va prendre que la personne elle soit en situation où est-ce qu'elle aurait pu mourir, qu'il y aurait une mort imminente, ou des choses comme ça, ou qu'à voir, là, on pourra le développer un petit peu plus, mais il faut qu'il y ait un événement, un choc, on va dire. OK. Fait que, est-ce que tu veux commencer à parler par celui du deuil? Oui, celui-là du deuil, dans le fond, c'est pendant qu'on est en service, on est toujours en service lorsqu'on en parle, c'est que tu vas vivre le deuil d'une personne importante pour soi. OK. Puis on le sait au sein des forces, ça devient une grande famille. Ouais. Fait que tes collègues, c'est un peu comme ta famille. Fait que ça peut être le deuil de cette personne-là qui peut créer un stress. Puis on peut parler aussi de deuil répété parfois, là. Ouais. Fait que ça peut mener à avoir une blessure de stress opérationnel. Puis dans le fond, si
une personne décède, est-ce que ça veut automatiquement dire que je vais développer une blessure de stress opérationnel? Non, ça veut pas dire là, qu'on va développer une blessure de stress opérationnel. Okay. Ça se peut qu'on vive le deuil de manière comme plus régulière, là, qu'on dit comme on dit le deuil avec les 7 étapes du deuil et tout ça, là, sans développer de blessure de stress opérationnel. OK. Puis ça, c'est un coup de dé ou on a des facteurs qui nous protègent et des facteurs qui sont plus aggravants dans le fond? Qu'est-ce qui va faire en sorte qu'on va le développer ou pas? C'est un peu comme quand on parle du traumatisme, on a 75% de chances de pas le développer. OK. Parce qu'on peut, chacun, admettons nous trois, on va vivre le même événement, mais ça se peut que Amy et François, vous le voyez pas comme étant traumatisant. Puis moi, ça a créé un trauma parce que, comme t'as dit tantôt, j'ai eu l'impression que j'allais soit mourir ou que quelqu'un autour de moi, j'ai été confrontée à la mort. Là. Fait que ça m'a créé un espèce de trauma. Oui, ça dépend un peu aussi comment qu'on traite l'événement. OK. Tu sais, on peut rentrer un peu plus justement dans le trauma, là. Ouais. Il y a une caissière, il y a un hold-up qui se passe, on est 3 caissières. Moi, pendant l'événement, mon cerveau, il décide juste de fixer puis de compter les cannes que sa tablette. Ouais, OK, je comprends. Fait que moi, pendant l'événement, mais je comptais les cannes de sa tablette. Mon organisme va digérer l'information différemment. François, lui, par exemple, le gars est arrivé en avant de sa caisse, puis lui, son organisme me dit, OK, ça se peut que ça soit grave, là, puis que je meurs ici. Fait que ça se peut que François, il développe, comme ça se peut aussi qu'il développe pas, il y a 75% de chance de s'en sortir malgré tout. Puis comme ça se peut que toi, Michel, t'étais dans les allées, puis que t'as quand même perçu qu'il y avait un risque de mort imminente, même si t'étais loin puis que c'était François qui avait la personne devant lui, ben ça se peut que toi aussi tu développes, mais t'as 75% de chance encore là de t'en sortir. Tout dépend de comment ton organisme va traiter l'information. OK. Puis je pense que tu parlais de facteurs de prédisposition, François, tantôt. Ouais, est-ce que la santé mentale individuelle de chacun a un enjeu ou on est plus... c'est pas tout à fait relié, tu sais, on fait comme restarter le compteur à chaque fois? Le compteur restarte à chaque fois que quelqu'un pourrait vivre plusieurs événements traumatismes, puis quand même avoir juste 25% de chance de le développer. Il y a au niveau, par contre, des personnes, les premiers répondants, que là, on va parler un petit peu plus d'accumulation. Par exemple, un policier qui va être souvent confronté à une situation envers les enfants, toujours la même, par exemple, ben, ce policier-là pourrait développer un traumatisme, là, un PTSD, parce qu'il est pas au niveau militaire, là, fait qu'on parle vraiment du choc post-traumatique, mais il pourrait le développer parce que lui, ça l'a accumulé. Parce qu'il est souvent exposé à la même chose. Mais au niveau de l'événement envers nous-mêmes, on restarte le compteur. C'est toujours un nouveau 75% de chance de s'en sortir. OK. Fait que là, on a parlé du volet deuil. On a parlé du volet avec un événement traumatisant, fait qu'un peu plus le PTSD. Il resterait, entre autres, la fatigue. Oui, la fatigue, dans le fond, ça va peut-être un petit peu plus rejoindre que ce que François disait tantôt, là, c'est la blessure d'usure due à l'accumulation de stress puis au manque de sommeil. Fait qu'on peut penser à nos membres militaires qui sont justement en mission, qui dorment pas beaucoup dans leur, dans leur campement, fait que toute cette accumulation-là, mais on peut aussi parler de personnes, justement, qui est commis, qui va vivre le stress, l'accumulation, le manque de sommeil. Fait que là, on parle d'une blessure de stress opérationnel type fatigue. OK. Puis la dernière, c'était? La blessure morale. OK. Plus théoriquement, la blessure morale, c'est l'ébranlement de la confiance dans nos valeurs morales. OK. Puis pratiquement, c'est dans le rôle de nos fonctions, on va avoir eu un ordre à suivre, puis on va venir à devoir faire quelque chose pour, par exemple, notre pays, le Canada, ou quelque chose comme ça, mais que moralement, ça vient nous atteindre, c'est contre nos valeurs. Ouais. Je peux donner l'exemple, par exemple, de quelqu'un qui vienne éliminer une cible, mais la cible, elle sort avec ses enfants. Moralement, la personne va se dire, on fait pas ça devant des enfants, mais la cible, c'est la cible. La cible, c'est la cible. Puis il y a des ordres, il faut suivre les ordres. Fait que ça vient jouer contre nos valeurs. Fait que là, on va parler d'une blessure morale. Puis juste avec ces exemples-là, on comprend absolument pourquoi on a senti le besoin de décortiquer davantage le PTSD, justement pour aller chercher cette blessure de stress opérationnel, parce qu'il y a plusieurs niveaux d'impact que ça peut avoir, de sources même. Tout ça, en fait, à quel moment est-ce qu'on dit que ça devient une blessure de stress opérationnel, puis à quel moment, elle est où la ligne, en fait, à se dire,
ben c'est quoi, non, c'est juste que ça a été difficile, puis je vais passer par-dessus, ou ça va aller un peu mieux dans quelques mois, ou peu importe. Puis l'autre moment où on se dit, non, il y a vraiment quelque chose qui cloche. C'est quoi les symptômes qu'on observe et tout ça? Oui, le système, naturellement, va prendre 4 semaines pour digérer un événement qui va être arrivé. Le système humain, là. Le système humain. Okay, tout le monde. Nous trois, on a le même système. On a 4 semaines où est-ce qu'on va dire que notre corps, physiologiquement, psychologiquement, va vouloir digérer qu'est-ce qui s'est passé. Puis il va nous donner des symptômes qui ressemblent beaucoup, qui sont à peu près pareils que lorsqu'on voit, par exemple, un choc post-traumatique. Fait qu'on va avoir des symptômes comme des pensées, des flashbacks, et on va faire des cauchemars constamment. On va se retrouver dans l'événement, tu sais, qu'on parle de fatigue ou de blessure morale, on se retrouve dans l'événement, on la revit constamment. Des sentiments de détachement du monde extérieur, une difficulté à ressentir les émotions. Tu sais, on va voir que la personne est revenue, puis il y a comme une barrière qui se crée un peu. On a l'impression qu'elle est plus là. On va la voir interagir avec nos enfants avec comme plus d'émotions. Tu sais, ça, c'est des choses normales qui peuvent arriver durant le 4 semaines. OK. Il y en a, tu sais, aussi plus l'hypervigilance. On va être hyper alerte. Les difficultés de se rappeler aussi du traumatisme. Autant qu'il y en a qui vont revivre le flashback, qu'il y en a qui vont avoir des difficultés. Puis on peut même voir qu'au fil du temps, ben, l'événement, ça se peut aussi qu'il se reconstruise. Fait qu'à chaque jour, qu'il n'y ait pas la même information qui se traite. OK. Les morceaux de casse-tête commencent à se faire ensemble. Ouais, je comprends. J'aime bien la vision d'un morceau de casse-tête, là. Ouais. C'est plus concret, ouais, je comprends. Sinon, ben, il peut y avoir aussi beaucoup d'évitement. On va s'isoler énormément. On va pas vouloir en parler. On va pas vouloir en parler, là, absolument pas. Puis ça, c'est toutes des choses normales dans le 4 semaines. Ouais. OK. Fait que moi, si je suis une conjointe de militaire. Oui. Mon conjoint revient. Je vois justement ce retrait-là, cette difficulté à reconnecter avec ma famille, avec les proches, refermer un peu sur lui-même. Le meilleur conseil, c'est j'y laisse sa place un petit peu. Faut laisser la place au début parce que c'est pas le moment de bombarder la personne de questions, d'outils. Le but dans ces 4 semaines-là, c'est de garder une certaine hygiène de vie. OK. Fait que qu'est-ce que je veux dire par là, c'est essayer de garder une routine, de continuer à fonctionner le plus normalement possible. Ouais. Puis de beaucoup, la chose qu'on peut plus faire, c'est normaliser. Qu'en ce moment, c'est normal de se sentir comme ça, que notre organisme, il fait un marathon. Il y a 4 semaines pour se rendre au bout. OK. Fait que c'est de normaliser un petit peu dans les 4 premières semaines. Ouais. Okay. Ça doit demander quand même beaucoup d'énergie pour... Tu sais, je me remets encore une fois à la place des conjointes, puis je me dis... Ou conjoint, là, c'est juste que je l'ai mis à ma personne, mais je me dis, moi déjà que j'étais à la maison avec les enfants, puis là, il revient, c'est supposé m'aider, on est supposé revenir tout de suite dans la routine familiale, puis là, ok, non, je pense qu'il faut que j'y donne encore plus de temps. Ça doit être difficile de créer cet équilibre-là. Je pense qu'on va en parler un peu plus tard dans un autre podcast, là, dans un autre épisode. Oui, absolument. Ça peut être difficile parce que, je veux dire, en plus, les enfants, là, ils le voient et qui est à la maison. Dans le cas où est-ce qu'on a des enfants, par exemple. Mais aussi, tu sais, on veut aider aussi la personne. Okay. On va vouloir l'entourer puis l'aider le plus possible quand que, là, ce qu'on vient de dire, c'est peut-être de laisser un peu plus d'espace. Fait qu'après ce mois-là, dans le fond, j'imagine que si les choses ne s'améliorent pas ou se détériorent, on va plus vers une BSO? Oui, on peut aller plus vers une BSO. Je dirais aussi, ce qu'il faut distinguer, c'est que la BSO, c'est pas... Tu sais, il y en a qui peuvent avoir les symptômes, mais c'est pas tout le monde qui va avoir le diagnostic non plus. OK. C'est quand même quelque chose, tu sais, qu'il faut un peu distinguer parce qu'il y a plusieurs termes là, au niveau militaire. Nous, on parle de la blessure de stress opérationnel, mais il y a aussi ce qui est de stress opérationnel. Après ça, on va avoir le trouble de choc post-traumatique. Tu sais, on va avoir plusieurs termes qui peuvent se distinguer. Mais comme ici, par exemple, la personne vient puis on voit qu'il y a des choses qui se cristallisent. Il y a des ressources qui existent qu'on va pouvoir parler aussi, qu'on n'a pas nécessairement besoin d'avoir le diagnostic ici maintenant. Fait qu'il y a des choses qui peuvent se faire avant. OK. D'en arriver au diagnostic. OK, je comprends. Fait que c'est juste qu'après ce 4 mois-là de digestion... Ce 4 semaines. Ce 4 semaines-là, il y a d'autres ramifications, d'autres possibilités qui peuvent se développer justement. Ça veut pas dire qu'après 4 semaines, si je suis encore dans mes flashbacks ou dans cet épuisement moral, mental là,
automatiquement j'ai le diagnostic de BSO, on n'est pas encore rendu là. Non, exactement. Puis tu sais, comme on va parler aussi beaucoup de toutes les choses qui peuvent apparaître, mais il y a des gens que oui, ça va rester cristallisé, mais qu'il va avoir juste une chose qui va rester. Tu sais, on n'aura pas nécessairement le comme on dit, le package deal au complet du diagnostic qui va venir avec la personne. Fait qu'après ces 4 semaines-là, si on voit que là, ça persiste parce que l'organisme là est épuisé puis elle a pas été capable d'aller chercher les ressources. Puis je rappelle, c'est juste 25% des cas. Fait qu'il y en a plusieurs pour qui ça va partir. Après les 4 semaines, là, on pourrait voir, mettons, justement, dans le cas du choc post-traumatique, que la personne pourrait développer un trouble de stress post-traumatique. Par contre, il y a aussi des gens, ce qu'il faut savoir au niveau, parce que là, on a les données au niveau du choc post-traumatique, vu que c'est quelque chose qui se retrouve dans le DSM-5. On va retrouver dans le choc post-traumatique qu'il peut aussi rien se passer après 4 semaines, que ça soit terminé, mais qu'il devienne à expression retardée. Ça veut dire, par exemple, on est allé en mission en 2012, mais pourtant, ma blessure peut apparaître aujourd'hui en 2026 avec un déclencheur. Ok, je comprends. Fait qu'il faut qu'il y ait un événement déclencheur. Fait que ça se peut qu'il se mette comme un peu en latence, notre choc post-traumatique, jusqu'à temps qu'il se passe quelque chose, puis ça se peut qu'il se passe absolument jamais rien qui va le redéclencher, mais ça se peut qu'il réapparaisse là aussi. OK. Au bout, quand on parle de plus de 6 mois après l'événement. OK. Donc, c'est vraiment d'avoir, il y a ce 4 semaines-là, et après ça, ça se peut qu'il y ait un événement aussi qui retrigger quelque chose qui s'est déjà passé auparavant. Ça se peut aussi, dans 75% des cas, que ça disparaisse, puis que le corps ait eu le temps de processer, c'est pas tout à fait le bon mot, mais de process tout ce qui s'est passé, puis de l'avoir... Il digère ton organisme. Digérer, merci beaucoup. Puis il va pouvoir bien vivre avec, là, sans aucun problème. Puis sinon, on va un peu plus vers... Il y aurait peut-être un besoin d'accompagnement puis un besoin d'aide, parce que ça se peut que ça se cristallise vers une blessure de stress opérationnel. Exactement. OK. Puis c'est bien de distinguer aussi qu'il y a plusieurs personnes qui peuvent continuer d'être 100% fonctionnelles avec une blessure de stress opérationnel. OK. Puis moi, tu vois, le PTSD, on dirait qu'il est comme plus simple, parce qu'il y a comme un événement. Mais moi, c'est celui de la fatigue, je pense, que je trouve qu'il serait plus difficile à reconnaître à la maison. Puis c'est plus sournois. Ouais, 100%. C'est vrai. Oui. Parce qu'on est tous... tu sais, moi, si quelqu'un me demande « Hey, salut, ça va? Ma réponse naturelle va être « Oui, ça va. » Puis finalement, peut-être que ça fait 4 mois que je dors pas, mais tu le sais pas. Ouais. Puis moi, je te réponds quand même « Oui, ça va, oui, yes. » Ouais. Fait tu sais, on a tendance peut-être à plus le cacher, où il paraît moins cette fatigue-là. Ouais. Une fatigue qui devient, de ce que je comprends, un épuisement, là. C'est pas une simple fatigue de... J'ai mal dormi une nuit. Ouais, c'est ça. Ou je suis parent puis je suis fatigué. Tu peux être fatigué sans être épuisé, là, je pense. Exactement. Puis là, tu sais, on parle vraiment d'un épuisement aussi au niveau opérationnel. OK, donc on est plus fonctionnel. Ben, au niveau opérationnel, faut qu'il soit en fonction, le militaire. OK. Ouais. Fait que, tu sais, on parle pas non plus de la fatigue. T'sais, on inclut même pas là-dedans la fatigue qui a été prise à la maison, justement, si on est parent, qu'on a une fatigue qui est venue du travail. Qui est venue du travail. Les chiffres de nuit, les chiffres de jour aussi, qui peuvent venir jouer exactement, là-dessus. Les 24/7 de garde en surveillance. Okay. On dirait que je verrais des bonhommes faire comme, ben voyons, ça n'a pas rapport, reviens-en, là. Tu sais, j'aurais tendance à croire que ça doit être difficile d'être pris au sérieux parfois. De faire reconnaître cette blessure-là. Mais oui, puis on va bien plus l'internaliser aussi par rapport à ça. C'est un peu plus tabou parce que dans la société qu'on est, tu sais, pas juste au niveau militaire, dans la société qu'on est, faut que tu travailles. Ouais. Tu te lèves le matin, puis tu vas travailler, puis la fatigue, ça ira pour plus tard. Tu vas avoir ta retraite. Un jour. Fait que oui, c'est plus difficile. C'est comme une hiérarchie un peu dans les symptômes ou une hiérarchie dans les problématiques qu'on a. L'événement traumatique, il est facile pour nous de le voir, de l'imaginer, donc on pourrait le mettre au top. Pour finalement, la fatigue de dire, ouais, mais là, passe à autre chose, puis couche-toi le soir. Là. Il y a comme une gradation, je trouve. Puis la blessure de stress opérationnel, c'est qui peut la diagnostiquer ou qui peut la donner? La marquer. Ouais. Ben c'est sûr, c'est d'aller à l'hôpital militaire qu'il y a sur la base. Là, comme nous ici, c'est le 25e les services. Ça serait d'aller là-bas puis d'aller consulter là pour voir justement qu'ils puissent vérifier aussi est-ce qu'il y a d'autres choses, est-ce qu'on est vraiment là-dedans ou pas du tout. Tu sais, ça peut être très long. Là. Ouais. Puis si je suis un conjoint ou une conjointe qui écoute ça en ce moment et qui a des doutes sur la santé justement de ma douce moitié, je peux
aller me référer vers qui? Soit qu'on peut venir au CRFM ici, là, moi, mon rôle, c'est d'accompagner les familles dans ces situations-là, fait que je pourrais orienter. OK. Sinon, il existe des services aussi au niveau du côté de la base. SSBSO, soutien social pour la blessure de stress opérationnel. OK. Ouais. Qui est un soutien par les pairs. Fait qu'on a le volet, autant on a une personne qui s'occupe du volet familial. Fait qu'il y a des conjoints, des conjointes pour les accompagner là-dedans. C'est une personne, justement, qui va vivre une problématique semblable. Ouais. Qui va pouvoir dire, je comprends et comprendre. Ouais. À ce jour, je crois que c'est Hélène qui est en titre. C'est Hélène en ce moment qui est en titre. Puis on a l'autre volet aussi qui est pour le membre militaire ou vétéran. OK. Fait que là, c'est Fabrice qui présentement est en poste, Fabrice Octo, qui lui va pouvoir faire un accompagnement. Puis eux, pour faire un accompagnement, justement, ils ont pas besoin qu'il y ait un diagnostic. Ouais. Ah, c'est intéressant. C'est vraiment intéressant. Okay. Fait qu'on peut y aller si justement on a des doutes ou qu'on fait comme il y a des petites choses qui me reviennent, par exemple d'une mission, quelque chose comme ça, ben on peut aller les voir. OK. Selon qui on est, bien entendu, pour pouvoir discuter, puis eux aussi vont pouvoir référer vers les bonnes ressources, puis sont à même le système en plus. OK. Ils le connaissent c'est très déjà bien. simple. Ils le connaissent très bien, sont au centre de transition, sont à la bonne place, sont à côté de l'hôpital ici sur la base, fait qu'ils sont vraiment plus proches du système, puis eux, ils peuvent se déplacer n'importe où aussi. Ben mon Dieu, moi ça m'a vraiment éclairé. Je pense que dans les prochains épisodes, on va parler un peu plus de les signes qu'on peut voir à la maison en tant que vie de famille et aller un peu plus loin sur les conversations avec les enfants, comment suite à un diagnostic de BSO, comment en parler avec les enfants, comment les enfants vivent ça puis les accompagner là-dedans. Oui. Good. Merci beaucoup, bonne écoute. Merci à vous. Salut. Merci d'avoir écouté Placotte à Bagotte. Pour ne rien manquer, suivez-nous sur la page Facebook Placotte à Bagotte Talk Podcast. À bientôt!